Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette quatrième journée des Midis littéraires organisée par l'Espace de la diversité et le Festival international de la littérature. Aujourd'hui, notre discussion a pour thème l'amour et ses zones d'ombre et de lumière. Je m'appelle Sayaka Arine, je suis auteuriste et libraire à la Coop de solidarité librairie féministe Le Guéliol. Donc, aujourd'hui, je suis très bien accompagnée ici et sur Zoom. Je vais vous présenter mes panélistes. Nous aurons donc la chance d'entendre les paroles généreuses de Lula Carballo. Originaire de l'Uruguay, Lula écrit, traduit, offre des ateliers de création et présente des manifestations performatives de ses textes à travers des résidences, des conférences et des rencontres publiques. En 2018, son récit Créature du hasard est paru aux éditions Cheval Doux. Ensemble, nous voyageons, album jeunesse coécrit avec Catherine Anne Larambeau et illustré par l'artiste Kesso, a été publié aux éditions Dents de Lion à l'automne 2021. Son roman Makina a été publié aux éditions Lemac en mars 2024. Post-Espoir est son premier recueil de poésie publié aux éditions du Noroît en 2024, très bientôt. Ensuite, nous avons ici Claudia Larochelle, journaliste, animatrice et écrivaine. Claudia Larochelle a la littérature gravée sur le cœur. Qu'il s'agisse de son émission Claudia à la page sur Savoir Média, de ses chroniques à Radio-Canada, dans Le Devoir, Elle Québec, Les libraires ou avenue.ca, elle sait rendre sa passion communicative. Chouchou des tout-petits, avec sa série d'albums à succès mettant en scène la doudou, cette mère de deux enfants a d'abord fait sa marque comme autrice avec Les bonnes filles plantent des fleurs au printemps et Vol 459, Les îles Canaries. Elle a aussi consacré à sa grande amie Nelly Arcan, un ouvrage inspiré et inspirant. Je veux une maison faite de sorties de secours. Et puis, en visioconférence, on a Émilie Turmel. Ah, OK, tout le monde voit bien Émilie Turmel à l'écran. Née à Montréal, Émilie Turmel habite à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Elle est l'autrice des recueils de poésie Casse-gueule, paru en 2018. Elle a gagné le prix René Lénaud et finaliste au prix Aimé Nelligan. Vanité, publié en 2020, qui a gagné le prix Louise Labbé, et Berceuse en 2023, qui a été finaliste au prix Aimé Nelligan. Et tous parus aux éditions Poète de Beauce. Poète multidisciplinaire, elle a conçu et présenté des dizaines de spectacles et de lectures publiques, en plus de participer à des expositions et des initiatives littéraires en tout genre. Quelques-uns de ses textes ont été traduits vers l'anglais, l'espagnol ou le roumain, et plusieurs sont parus en revue ou en anthologie au Canada, en France, en Colombie, en Espagne et en Roumanie. Depuis 2023, elle assure la direction littéraire de Perce-Neige, la plus ancienne maison d'édition acadienne, toujours en activité. Merci d'être ici parmi nous. Dans le fond, je vais vous expliquer brièvement, moi, comment j'anime les tables rondes. J'aime poser plusieurs questions sous un thème pour donner vraiment la liberté aux personnes de répondre à la question qui les interpelle davantage. L'amour. Écrire l'amour dans toute sa complexité, peindre à la fois sa luminosité, mais également ses zones d'ombre. Qu'en est-il aujourd'hui de l'écriture de l'amour? Comment parvenir à restituer l'expérience amoureuse dans toutes ses couleurs? Nous aborderons la communauté, la temporalité, la violence, la subversion, la guérison ainsi que la protection. Alors, pour débuter avec un premier ensemble de questions, dans Réinventer l'amour, essai qui explore le rôle destructeur du patriarcat dans les relations hétérosexuelles, Mona Cholet, essayiste féministe qui travaille l'imaginaire contemporain, écrit qu'elle adorerait pouvoir parler de l'amour comme d'une sphère à part, une oasis, un sanctuaire. Si nous réfléchissons à un lieu extérieur aux relations hétérosexuelles, que nous pensons plutôt aux amitiés révolutionnaires et à la communauté telle que sanctuaire, quelles sont pour vous les voies et les alliances qui vous ont accompagné dans l'écriture de l'amour et dans votre quête d'espérance, à qui vous vous êtes adressé? Je ne sais pas qui veut commencer, ouvrir le bal. Je réfléchis. Oui, je vois que tu réfléchis. Pour moi, de Ben, l'amour. je peux peut-être y aller. En fait, d'emblée, il y a un grand écho en fait qui se fait avec les tout débuts de mon écriture, quand je cherchais justement à qui je m'adressais, puis quel était ce vide-là que j'essayais de combler avec la poésie, avec l'écriture. Puis c'est que je me suis rendu compte que
la famille, ma famille biologique, ma famille, mon arbre généalogique réel, m'avait pas nécessairement transmis toute la nourriture intellectuelle dont j'avais besoin puis que j'avais envie d'avoir dans ma vie pour avancer puis pour répondre aux questions que j'avais sur le monde. Puis il a fallu un peu, à travers la littérature, que j'aille recomposer mon arbre généalogique, mais littéraire. Puis dans ce sens-là, moi, j'ai découvert des amitiés, parfois à sens unique parce que c'est avec des auteurs ou des autrices qui sont décédés, mais parfois justement réciproque parce qu'après ça, ben, on rencontre les gens qui ont écrit les livres, puis on ouvre des discussions, puis ça crée des relations réelles. Donc, j'ai l'impression d'abord l'amitié entre les esprits, l'amitié entre les autrices, auteurs, ça, c'est venu pas substituer parce qu'on substitue pas l'amour de la famille, c'est autre chose, mais c'est venu combler un trou, un besoin que j'avais. Hum. Donc, puis ça a été un grand moteur justement de l'écriture, autant casse-gueule, vanité que berceuse, parce que j'aime beaucoup écrire en me servant de l'intertextualité, puis en me situant par rapport à ces autres voix-là. Euh, donc voilà, peut-être une entrée en matière pour ta C'est question, bonne, qui est c'est vaste. vraiment. Ça me rejoint beaucoup, Émilie, ce que tu dis. D'ailleurs, j'ai vu ton texte adapté sur scène en fin de semaine passée dans le cadre du film. Ah, j'aurais tellement aimé ça y être. Ah, c'était une belle adaptation, mise en scène de Joanna Berlin avec les superbes actrices. En fait, je voulais juste faire, parce que ça m'accompagne, ce texte-là aussi, hein, parce qu'on parle de ces liens du cœur dans la sororité, l'amitié. Moi, c'est vrai que si on va dans ce sens-là, je m'en allais vers Annie Ernaux, mais pourquoi pas? Moi, c'est Passion simple, mais qui m'a amené vers une écriture de l'amour plus un certain conformisme. Là, tu sais, mais si on déborde un peu de ça, c'est un conformisme dans le sens une femme qui attend, hélas, qui attend un homme qui ne viendra ou qui vient par petits morceaux. Ça a été aussi ce qui a teinté en partie une de mes histoires dans Les Disgracieuses, qui est mon plus récent livre. Mais si on parle, si je suis tes traces par rapport à ce que tu disais, Émilie, je suis vraiment d'accord que très tôt, moi aussi, dans ma vie, je me suis créé un réseau surtout des femmes vers lesquelles j'ai aimé retourner souvent pour avoir un peu accès à leurs pensées, mais aussi pour tisser des espèces de liens du cœur, des vaisseaux qui nous permettent souvent de nous rassurer sur ce qu'on pense, sur nos faux pas, sur nos craintes. Des complices dans l'écriture par la suite. Donc, d'abord, c'est à travers la lecture que j'ai trouvé ces complices-là. Puis après ça, dans l'écriture, j'avais besoin comme qu'on me tienne la main. Puis cette main-là qu'on m'a tendue, c'est venu à travers des écrivaines porteuses pour moi, puis qui m'ont accompagnée toute ma vie et qui continuent de faire partie de ma bibliothèque. Puis, qu'elles existent ou qu'elles n'existent plus, ben, elles sont toujours là. Pour moi, c'est même des petits oracles par moment même. Puis j'aime ça y retourner dans des moments de doute ou dans de doute dans la vie, mais dans l'écriture aussi. Des fois, juste m'imprégner de l'écriture d'une écrivaine que j'aime. Ben là, j'y retourne, là, ça me donne un second souffle sans vouloir pasticher. Là. Ben, je pastiche un peu, oui, des fois, je l'avoue, mais j'y mets de ma voix, alors ça transforme cette première matière-là, puis je le fais sans aucun souci, là, bien sûr, parce que on fait un peu tout, Oui, tout absolument. ça. Hein. Alors, voilà. Super. Et toi, Lula? Mais ça fait penser à la notion de résonance, en fait, c'est que vous venez de partager. Souvent, on dirait qu'on existe à travers ce qui résonne par rapport à nos expériences. Dans mon cas, je n'ai jamais écrit l'amour. Donc, hier soir, j'ai réfléchi à mon écriture et j'ai pensé peut-être à la survivance, même sans l'avoir prévu avant d'écrire mon premier livre. C'est la survivance des femmes dans son contexte très violent en Amérique du Sud. Ouais. Donc, puis pour parler aussi de famille, c'est vrai que parfois on ne reconnaît pas les définitions qu'on se fait de l'amour et on les écrit par la suite à travers justement des voix qui les ont déjà nommées. Et peut-être c'est parce que cette structure n'a pas existé dans nos propres vies que l'amour ne se développe pas de manière saine. Donc, pour conclure, c'est
c'est survol autour de ta première question. Je dirais que pour moi, l'amour a souvent été une forme de survie, une quête, mais je ne les connais pas encore comme expérience totale. Et même à travers la littérature, je ne l'ai pas non plus identifiée parce que souvent, à travers la poésie classique, on peut penser à Neruda, par exemple, qui est comme les grands poètes qu'on associe à l'amour. Et c'était une idée complètement idéalisée et fictive de l'amour à travers sa voix poétique. Tu sais, c'est souvent une proposition qui ne se manifeste pas dans des sociétés extrêmement violentes, patriarcales, qui banalisent des violences, des viols. Et puis, je viens d'écrire des post-espoirs qui n'est pas encore en librairie et c'est le mode dans lequel je suis en ce moment. C'est comment vivre après la violence et après les silences sociaux et toutes les idées qu'on se fait de l'amour et qu'on propage et qu'on banalise et qu'on se dit, ah oui, c'est ça l'amour. La dépendance, l'acceptation des violences, les dépassements des limites et les manques d'amour de soi. Donc, pour terminer, pour moi, l'amour, c'est le soin. Et c'est ça pour moi le plus important. On ne nous apprend pas à prendre soin de soi, ni des autres, et on naturalise des violences en croyant que c'est de l'amour. Absolument. Survivance, c'est vrai, puis ça me ramène, survivance à des amours aussi, à souffrance, inévitablement. Puis, moi, ça passait, cette survivance-là, par le mauvais chemin. En tout cas, dans ma vie privée et dans l'écriture, ça passait par une souffrance, puis après ça, ça m'amenait au désamour. Mais en vieillissant, et plus j'écris, puis là, les prochains écrits, je pense que ça s'en va vers ça, vers une nouvelle forme d'amour que j'expérimente, comme quoi je m'ouvre à plusieurs formes d'amour. Pour moi, les amours sont pluriels. Il faut déconstruire aussi. Il faut déconstruire l'amour qu'on nous a souvent enseigné, auquel on a été biberonné souvent. Donc, oui, l'amour sur lequel j'écris en ce moment est un peu conventionnel dans le sens que c'est l'amour d'un homme avec une femme, donc quoi de plus conventionnel, puis bon, et tout ça dans ce qu'on a appris aussi. Mais la façon dont je le déconstruis, c'est la paix qui peut aussi exister dans une sorte d'amour qui n'est plus dans les déchirements ou dans l'obsession passionnelle. Donc, il faut aller au-delà pour atteindre. Et ça m'a pris du temps dans ma vie privée et dans ma sphère privée, mais dans ma sphère aussi littéraire. C'est vraiment intéressant parce que vous êtes allé toucher tous les thèmes de toutes les questions qu'il y a. Donc, Émilie, si tu veux rajouter quelque chose, sinon j'irai à la prochaine question. Comme ça, on peut aller creuser les questions qu'on vient d'ouvrir, les thématiques, là, parce que là, vous avez mes guérisons, des constructions. Donc, Émilie, est-ce que tu voulais rajouter une dernière chose? Vas-y. Parfait. Super. Donc, là, on va aller plutôt dans la temporalité, vraiment plutôt les temporalités lorsqu'on raconte l'amour. Dans les tumultes de la réalité jusqu'aux interstices de la fiction, arrivons-nous dans l'amour à écrire tout ce que nous avons vu? Et face à la temporalité, percevez-vous une filiation de recommencement, de rupture ou de doute? Est-ce que l'écriture parvient à transfigurer les conceptions universelles de l'expérience amoureuse? Quelles seraient les différences entre le témoignage et l'aveu? Désolée, question. Wow! C'est comme vous voulez écrire des livres autour de chacune de tes questions. Veux-tu qu'on se parle Il faut mentionner ça, il y a pas été écrivain. C'est le début d'un essai. Totalement. Les témoignages et ça serait quoi la différence entre, pour vous, dans l'écriture de l'expérience amoureuse, la différence entre le témoignage et l'aveu? Sinon, on va parler aussi des thématiques de rupture, de recommencement. Ben, dans le témoignage, en tout cas pour ma part, Oui, dans le témoignage, il y a toujours des aveux. Oui, à partir du moment où je prends cette posture-là d'être dans le témoignage, d'être dans ce qui est plus l'autobiographie ou l'intime ou peu importe comment on l'appelle, là, quand ça part de soi, puis après on joue autour avec la fiction, donc l'autofiction, mais il y a une part d'aveu à chaque fois. À chaque fois, pour moi, c'est un vertige. Il y a une posture qui est impliquée, là. Il y a un investissement. Et c'est pour ça que moi, je vois ça chaque fois comme un petit risque. Mais de plus en plus, c'est facile parce que je suis de plus en plus
capable de me défaire de certains masques que j'ai appris à porter toute ma vie. Je pense que c'est le propre du vieillissement. Et c'est ce que j'aime le plus dans le fait de vieillir. Pour qu'il y ait des avantages. Là. Non, mais pour vrai, je suis pas encore vieille, de plus en plus, je pense que ça vient avec la maturité de délaisser des couches de masques. On porte des masques en sociaux. Moi, en tout cas, non. Je pense que tout le monde, oui, absolument. J'en ai, ne serait-ce qu'à commencer par mon maquillage. Et puis par la suite, j'ai l'impression qu'il y a des couches qui s'en vont avec le temps. Et puis ça, c'est des aveux. C'est sûr que plus on retire des couches de ce qu'on veut montrer aux autres, ben, c'est une forme d'aveu. Et puis dans l'écriture, je fais pareil. Ben, l'écriture est souvent une proposition, en fait. Et dans le témoignage, il y a aussi cette notion, on a pensé aux personnes qui assistent à un événement et qui ont chacune d'entre elles une perspective différente. Donc, dans l'écriture, ça se transpose à chaque fois. On fait des choix, peu importe la thématique, mais c'est pas en lien avec ta question de manière directe, mais je connecte beaucoup plus avec des amours abstraits dernièrement. Puis, bien sûr, à chaque fois qu'on parle de ça, ça peut paraître soit banal, mais c'est tellement difficile de connecter avec l'amour essentiel envers les plantes, par exemple. Et je n'étais pas comme ça avant de vivre un certain collapse absolu. Et maintenant, de prendre soin des pas à travers ma démarche de regarder par terre pour ne pas écraser d'autres êtres vivants, ça peut avoir l'air anodin, mais pour moi, c'est un geste d'amour et ce sont des gestes que je pose au quotidien. Il faut dire que maintenant, je travaille dans un contexte qui me connecte beaucoup avec la nature, donc de porter attention à tout ce qui m'entoure. Je ne dis pas que ça me rend parfaite, mais ça me rend attentive et ça peut être une voie. Et souvent, à travers la littérature, je les trouve aussi dans cette attention que certaines voix ont portée sur leur quotidien. Duras, c'est une des écrivaines que j'aime les plus, et puis tout le monde connaît sans doute son texte sur la mouche chez elle, et puis cette attention qui est portée sur l'existence d'une mouche dans sa maison, puis qui est déployée sur plusieurs pages et tout. Pour moi, c'est une relation d'amour qui nous est proposée. L'existence, c'est d'amour. Totalement, reconnaître différents types d'existence aussi et différents types de relations à l'autre. C'est ça qui me fascine le plus en ce moment. Moi qui me suis toujours sentie en rupture avec la réalité, même si je connais les conventions et que je sais m'habiller en conséquence ou parler en conséquence, j'ai dit dans ma keynote, je fais un pacte avec le réel à tous les jours parce que peut-être que les gens ne se posent pas la question, puis je vous souhaite de ne pas vous la poser, mais l'existence est tellement abstraite que si on ne connecte pas comme ça avec la réalité, mais à quoi bon vivre, avec quoi on connecte. Donc, c'est ça, c'est un pacte. L'écriture, l'amour et nos relations avec les autres, c'est un pacte. Parce que l'amour est toujours proche aussi. Absolument. C'est une porte de sortie. Absolument. Émilie, toi, il y a beaucoup de choses qu'on dit, là. Sens-toi à l'aise de répondre à ce que tu veux. Oui, en fait, je vous rejoins toutes les deux. Je trouve que Lula, la manière dont tu parles justement de cette attention-là, c'est ce qui permet, je pense, à l'écrivaine cette grande sensibilité à l'infiniment petit ou à tout ce qui nous entoure. C'est ce qui permet justement de rendre un témoignage juste, qu'un témoignage authentique, sincère. Puis quand on gratte justement, puis qu'on retourne ce regard-là peut-être sur nous, puis qu'on se rend compte tout à coup qu'on bascule, pour revenir à ta question, vers l'aveu. Moi, ça me fait tout le temps penser, en fait, c'est qu'on sait qu'on vient de rencontrer la notion de honte. Parce que quand on fait un témoignage pur et simple, il y a pas nécessairement la notion de est-ce que je devrais être en train de dire ça ou est-ce que je devrais pas le rendre public. Puis là, quand on tombe dans l'aveu, le risque, le vertige dont tu parlais, Claudia, il me semble que c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose de la honte, de ça devrait être tabou, de ça devrait être caché. Puis j'écoutais un balado récemment avec Édouard Louis, puis il disait si justement, si je sens pas le risque, si je sens pas que je me mets en danger, c'est que ça vaut pas la peine parce que il me semble que la notion de honte est comme le moteur ou le pilote. Puis, Puis, bien parler aux gens aussi, Émilie, excuse-moi de te couper là-dedans, mais oui, tu as tellement raison. Puis, chaque fois qu'on m'écrit sur ce que j'ai écrit ou qu'on me donne des témoignages, c'est toujours en lien avec des aveux.
Et c'est là que ça touche le plus les gens, parce qu'on se met vulnérable. La posture de Ouais, vulnérabilité, je pense, en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus chez les écrivains que je lis. ouais. C'est cette brèche-là, en fait, qu'on crée parce que c'est quelque chose que c'est pas tout le monde qui va se permettre de dire, de mettre au grand jour. Tu sais, par exemple, avec Berceuse, par exemple, le fait d'avoir pas nécessairement vécu le rêve de l'expérience de la maternité comme tout le monde se le figure, de pas, ça, je l'ai pas encore écrit, c'est peut-être pour un autre livre, mais de pas avoir aimé être enceinte. Tu sais, c'est quelque chose qui se dit très peu dans la société aujourd'hui, mais justement d'en parler, d'avouer ça, fait en sorte que peut-être la prochaine génération d'écrivaines ne le sentira plus comme un aveu, aura plus besoin de franchir ce pas-là, de, de la honte. Donc, voilà. C'est vrai que ça crée de l'identification, sans doute. Et notre pratique est lente, puis elle demande, pour revenir à l'attention, une attention active. Souvent, j'idéalise d'autres formes d'art et je me dis, il y a des formes d'art qui se voient et elles ne sont pas nécessairement complices, mon Dieu, quel lapsus, parce que je pensais à la danse, mais qui ne sont pas nécessairement comprises d'emblée, mais qu'on ne peut pas dévoir. Tandis que l'écriture nous demande une interaction active et longue souvent, parce que bon, même quand on lit de la poésie, on peut la lire plus rapidement, mais pas aussi attentivement. Bref, tout ça pour dire que c'est vrai quand tu mentionnes la trace que ça reste, le fait de pouvoir témoigner à propos d'un événement. Et c'est une trace qui ne nous permet pas nécessairement d'obtenir justice de manière immédiate, quand on parle de violences sexuelles, par exemple. Mais le fait d'en parler, c'est important. Et souvent, même les personnes qui nous conseillent au niveau juridique nous disent, le témoignage t'appartient, c'est ton expérience et la justice viendra du fait que tu peux en parler à ta façon sans être soumis tu sais, aux règles des policiers, par exemple, ou d'une justice qui vient de l'extérieur, parce qu'il y a des expériences qui sont vécues profondément à travers le corps, à travers l'intimité, et que quand d'autres personnes les ont vécues aussi en croyant qu'elles vivaient des expériences amoureuses, s'identifient et ça établit une vérité. Donc, dans ce sens, peut-être que le témoignage est important. Il n'est pas immédiat au niveau de la justice, mais j'espère qu'il y aura de plus en plus de voix qui s'inscriront comme ça et qui laisseront des traces. Seulement, là, on a parlé de témoignages. La prochaine question parle justement de la violence qui peut venir avec le témoignage ou l'aveu dans l'écriture de l'expérience de l'amour. Mais avant d'embarquer, est-ce que Claudia ou Émilie, vous voulez rajouter quelque chose à ce que Lula venait d'apporter ou Ben, je pourrais dire que, hélas, le témoignage, tel qu'on l'entend, tel qu'on en parle là, il y a tellement de préjugés à l'endroit des témoignages, je trouve. Il y en a beaucoup, mais on trouve aussi, je souligne qu'il y a une critique acerbe à l'endroit, surtout des femmes qui pratiquent l'écriture de soi. Alors que les hommes en font depuis la nuit des temps de cette écriture-là, mais quand un homme prend la plume pour pour aller dans la voie de la confession, ben là, il accède à l'universel. Absolument. Alors que la femme qui prend cette posture-là, souvent, ben, c'est du nombrilisme ou c'est narcissique. Alors, j'avais juste envie de passer ce commentaire-là parce que c'est comme une situation contre laquelle je me bats souvent. Ouais. Dans la première question, on faisait mention du patriarcat. Je pense qu'on peut dire que le patriarcat sabote la vulnérabilité aussi dans ce sens-là. Émilie, est-ce que c'est correct avec toi si je vais à la troisième question? OK, super. Oui. Alors, la troisième question, Bell Hooks, intellectuelle, universitaire et militante afro-américaine, théoricienne du féminisme noir, dit à propos de l'amour que la pratique de celui-ci n'offre aucun lieu de sécurité, que nous risquons de perdre, de blesser, de souffrir, ainsi que d'être agressés par des forces indépendantes de notre volonté. Donc, par rapport à cette situation-là, je vous demande comment confrontez-vous la cruauté, les oppressions dans votre écriture de l'amour? Comment se dévouer à la vie et à la mort dans celle-ci? Et de quelle façon le corps s'écrit et se choisit malgré l'expression de la douleur? Comment est-ce qu'il arrive à nommer la violence? Mais la violence a toujours été nommée, elle a toujours été portée par des récits écrits par des hommes.
Donc, moi, je pense que la violence est complètement naturalisée, normalisée dans nos sociétés. C'est pour ça que quand on évoque la douleur, qu'est-ce que la violence provoque, tout le monde s'en fiche. On ne sait pas quoi faire avec la douleur socialement. Et parler de l'amour est toujours associé à de la vulnérabilité, à de la je sais pas, on ne réfléchit pas beaucoup sur l'amour. Et on banalise la violence et toutes les conséquences de la violence. Parce que ce sont des récits qui ont toujours été portés par les personnes qui les commettaient les plus. Et on parle des récits de guerre, des récits des viols, tout ça. On en avait lu là, pendant des siècles. Ben, depuis les épopées, là. Et ça a toujours été banalisé dans le sens qu'on sait que ça fait partie de l'existence. Tandis qu'on n'a jamais mis de l'avant les bienfaits d'une autre forme de coexistence. C'est que j'ai l'impression qu'on confond aussi beaucoup l'amour et le désir. C'est le Mm. désir étant le manque de quelque chose qu'on ne possède pas. Et là, de confondre, de dire, OK, ben, faut que je possède pour assouvir mon désir, ça va complètement à l'opposé de ce que tu mentionnais, Claudia, de l'amour avec paisible, entre guillemets, là, qui laisse Ouais. l'autre exister et vivre indépendamment de ma possession, de mon avoir, tu sais. Puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup dans la littérature aussi, c'est très, c'est confondu. Passion, désir et amour sont, il y a vraiment des amalgames qui sont faits, puis qui font en sorte que on a été justement élevé en croyant que l'amour avec un grand A, c'est de trouver l'autre qui est en adéquation exacte avec nous, puis de posséder ces corps-là et tout ça, et de correspondre aussi à cet objet-là désirable, convoité, qui peut être possédé par quelqu'un d'autre, alors que ça n'a rien à voir avec le réel sentiment qui est l'amour, qui est beaucoup plus tranquille, paisible, qui a beaucoup plus un lien avec quasiment le sacré puis le spirituel Mm. que vraiment avec la possession physique et charnelle. C'est que quand on arrive à distinguer les deux un petit peu, je trouve que ça, déjà, ça aide à cheminer puis à avancer. Dans mon cas, tu vois, la violence était en partie dirigée contre moi-même. Je pense à Vanité notamment, parce qu'il y avait cette grande question-là de voir comme pourquoi, comment ça se fait, comment ça se fait que j'ai autant de misogynie internalisée? Comment ça se fait que je veux autant correspondre à des idéaux qui sont issus du patriarcat, justement, puis comment se déprendre de ces modèles-là qui nous ont été, tu sais, ça nous est mis sous les yeux, tu sais, la décision justement, tu sais, de se maquiller, de vouloir être belle, de vouloir plaire, de vouloir, tu sais, comment ça se fait que je suis pas capable de totalement m'extraire de tout ça? C'est difficile, tu sais, c'est d'accepter qu'on est un corps, qu'on veut quand même être cet objet de désir-là, mais tout en étant sujet, agissant, indépendant, qui n'est pas réduite à l'expression corporelle ou matérielle, tu sais. C'est qu'il y a eu une grande violence que d'abord, j'ai attribué, tu sais, dans Vanité, je la dirige un peu vers le modèle maternel, qui est ma mère, disons, de manière autofictionnelle, mais pas que, tu sais, tous les modèles de femmes euh, qui m'ont influencée. Mais après aussi beaucoup vers moi-même, tu sais, comment ça se fait que je me suis pas réveillée plus tôt? On dirait qu'il y a une grande partie de moi qui m'en voulait, tu sais, puis d'avoir aussi probablement répété cette violence-là, tu sais, inconsciemment, involontairement autour de moi. Euh, Puis dans l'espoir, justement, qu'on soit beaucoup plus douce avec nous-mêmes, puis avec les gens. Tu sais, ça revient aux soins dont Lula parlait, là, l'amour de soi, la douceur envers soi, la douceur envers les autres. Puis je trouve que des fois, en prenant soin d'autrui, tu sais, que ce soit un jardin, que ce soit un animal, que ce soit un bébé, que ce soit, tu sais, ça peut être vraiment, ça peut se multiplier, mais ça aide je trouve, à avoir de l'empathie puis de la compassion pour soi aussi. Mais ouais, il y a une grande notion de violence, non seulement qui vient de l'extérieur, mais aussi qui parfois vient de l'intérieur. Pour moi, l'écriture de ce qui est le lien, le soin ou le care, c'est une expression en anglais, mais que j'aime bien l'utiliser pour parler de ça. Cette attention tournée vers l'autre, le soin la posture du soin envers quelqu'un, que ce soit quelqu'un qu'on connaît ou un futur étranger ou peu importe. Mais pour moi,
elle est arrivée dans l'écriture ou elle s'en vient de plus en plus dans l'écriture. Mais je trouve que à la base, les fondations de mes interrogations ou de ce que je fais sur l'amour, ça a toujours débuté par la violence et la souffrance. Puis de plus en plus, avec le temps, puis avec les années qui passent, peut-être en ayant été en contact avec ces liens-là dont on parle depuis tantôt, ben, j'ai l'impression que l'écriture et même mes lectures se tournent vers autre chose. En fait, je suis de plus en plus c'est comme si je m'extrayais de cette violence-là. De plus en plus, j'essayais de l'anéantir puis de m'en débarrasser de ma vie. Donc, peut-être d'être plus aimante envers les autres qu'envers moi-même. En fait, c'est quelque chose, c'est ce à quoi j'aspire profondément. Puis l'écriture se dirige vers ça aussi. Mes choix de lecture aussi personnels. Si vous me permettez, là, tu as parlé de guérison. Donc, Ouais. on va sauter dans la guérison. Je pense que ça fait du bien d'en parler, surtout quand on parle d'amour. Audre Lorde, poète et activiste féministe noire, dit que prendre soin de soi-même ne relève pas de l'indulgence, mais de la préservation, qu'il s'agit d'un acte politique. Donc là, tu viens de parler de la guérison. C'est politique. Absolument. Et est-ce que l'écriture de l'amour vous amène dans une incursion sensible de la guérison et dans une optique de réconciliation avec vous-même ou avec d'autres? Quels sont les baumes ou les soins que nous pouvons retrouver que peut-être nous ne retrouvons pas, mais qui existent malgré tout dans vos récits, dans votre écriture? Comment vous vous donnez soin ou comment vous illustrez le soin? Notamment, on a parlé un peu, comment dire, Il y a comme une ambivalence dans la pratique de l'écriture qui me fascine et qui est celle du retrait, en fait. Souvent, le retrait permet la préservation, la réflexion, et ça donne lieu à de l'écriture si on veut écrire quelque chose qu'on partage par la suite. Et, et moi, c'est mon état idéal. Donc, en ce moment, je réfléchis à où est l'amour quand je ne suis pas là, quand je suis en silence, quand je ne me vends pas, quand je ne m'offre pas aux autres, parce que souvent l'amour est aussi une transaction de pouvoir à laquelle on y adhère parce que la société, presque toutes les sociétés sont construites comme ça. Et ça me fait connecter avec des personnes qui ne sont plus parmi nous, par exemple avec ma grand-mère, donc avec cet amour qui reste et qui perdurera tant que je serai ici, par exemple, ou bien avec l'absence qui m'a comment dire, qui m'a été offerte grâce à des courses d'écriture pendant lesquelles, parce que pendant 2 ans, je peux rester dans mon lit puis être moi-même sans être en contact avec les autres. Et quelle immense paix et quelle belle expérience d'amour. Parce que je savais que ça allait être aussi une expérience potentiellement collective. Si les gens lisent les livres, ils vont connecter avec mon expérience de vie. Mais on a tellement de la chance de pouvoir se retirer socialement et de vivre une émancipation humaine aussi, juste en restant chez soi. Puis là, c'est poser la question, est-ce que je suis aimable quand je ne suis pas là? Quand je ne suis pas en train de servir les autres, quand il n'y a personne qui pénètre mon corps, qui partage mon quotidien? Et ma réponse a été oui. Je suis fonctionnelle quand je suis chez moi et que je n'ai pas à faire une épicerie en fonction de quelqu'un qui aime manger telle chose. Parce que j'ose pas dire que j'aime pas manger ça. Je suis aimable quand je suis malade et pas sexuellement attirante. Je suis aimable quand je ne suis pas sexy, sexualisée. Mais il faut tellement faire confiance à tout ça parce que socialement, les gens nous posent des questions désagréables, veulent savoir avec qui on est, quelle expérience on a vécue, nous donnent leur avis sur notre propre intimité, sur nos traumas, nos expériences. Et que je trouve que l'écriture est extraordinaire pour ça, par rapport à l'expérience de l'amour envers soi, justement. Absolument. Ben, je suis d'accord avec ton point de vue sur cette forme d'amour-là. Je peux dire, moi, que par rapport, ben, c'est parce que j'aime ça revenir sur la maternité. Pour moi, ça, c'est la forme la plus, en tout cas, de mon point de vue, parce que moi, je l'ai vécu. Et quand j'écris sur la maternité, j'ai complètement, oui, je suis dans les aveux, on en parlait, puis je trouve ça très intéressant, ton point de vue sur qu'est-ce qu'on peut dire ou qu'est-ce qu'on peut pas dire sur la maternité, mais il y a aussi cet amour qui n'attend rien en retour. Moi, c'est une forme d'écriture
que j'aime lire, j'aspire à creuser davantage aussi ce sillon-là sur l'amour maternel parce que je pense que c'est dans cet aspect-là, en tout cas de ma vie intime, où je suis le plus vrai, où je suis le plus tournée vers l'autre et dans une totale, oui, une totale vérité, comme je le disais, mais une espèce dans un dévouement complètement pur qui n'attend rien en retour. Ouais. Ça me rejoint beaucoup. Moi aussi, c'est à travers l'expérience de la maternité qu'il y a une espèce de guérison possible, ou en tout cas, que, surtout à travers mon dernier recueil, Berceuse. Puis tu parlais de ta grand-mère, Lula, mais c'est vraiment l'écho, moi, entre les deux. C'est que quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai une de mes grand-mères qui était en train d'être placée en résidence parce qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. Puis ça m'a fait réaliser qu'un jour, ça se pouvait que moi-même, tu sais, j'oublie mes enfants, que moi-même, je sois plus capable d'être là, puis de me souvenir de tout, puis que, ben, en fait, tout simplement, qu'on fait pas des enfants pour qu'ils restent avec nous toute leur vie, là. À un moment donné, ils vont devenir indépendants, puis ils vont vivre leurs propres choses et tout ça indépendamment de nous. Puis comment est-ce qu'on fait pour, justement, les projeter dans la vie avec suffisamment d'amour pour qu'ils aient pas à affronter les mêmes traumatismes que nous ou à traîner les mêmes boulets qu'on a traînés ou quoi que ce soit. Fait que moi, c'est comme cette énergie-là, ou justement, tu sais, comme tu dis, Claudia, c'est un amour qui attend rien en retour parce que finalement, tu seras pas là quand cet amour-là va être donné tu sais, ça va être donné au suivant. Comment est-ce que tu fais pour que ton enfant ait reçu assez d'amour qu'il puisse en donner au suivant? Tu sais? Puis moi, ça a comme fait un tournant un peu dans mon écriture aussi. Puis je suis en train de suivre cette C'est la- tangente-là pour c'est beaucoup les la proches. transmission. Les outiller, c'est donner aussi, c'est espérer créer des humains qui seront à la hauteur de la société, de ce qu'on attend, de ce qu'on attend d'eux, puis de la société dans laquelle ils se trouvent actuellement, puis qui fait face à des enjeux mondiaux, climatiques incroyables. Tu sais. Soient forts, qu'ils soient forts, nos enfants, tu sais, puis on veut leur donner le maximum mais à la hauteur de ce qu'on attendra d'eux aussi. Ouais. Je trouve ça intéressant de parler de maternité. Moi, peut-être que c'est parce que c'est ce qu'on m'a transmis dans, disons, ma culture, mais le mot qui me vient immédiatement en tête, c'est le mot sacrifice. Et donc, par rapport à l'amour, par rapport à l'écriture, c'est quelque chose que je n'ai pas écrit, je vous entends parler, ça m'a inspiré, j'ai envie de poser ces questions-là. Je me demande comment envisagez-vous le sacrifice justement dans l'écriture de l'amour ou de l'expérience de l'amour? Ben, l'amour, en tout cas, si on parle dans la maternité, le sacrifice est dans l'empêchement d'écrire, point à la ligne. Je veux dire, c'est comme. Mais souvent, quand on n'écrit pas, on écrit quand même. Donc, on emmagasine un savoir puis une expérience, là, bien sûr. Mais les années où j'ai le moins pu écrire, où j'ai pas eu ma chambre à soi, pour reprendre l'expression de Virginia Woolf, c'est dans la maternité. Et puis, ça se poursuit, là, tant qu'ils sont jeunes, puis tant qu'ils sont dans une attente ou une espèce de dépendance face à soi, le temps d'écriture est complètement absent, en tout cas, est difficile. Et quand il est là, ben, il y a une culpabilité. Alors, je pense que le sacrifice et la culpabilité sont totalement liés aussi souvent. Voilà. C'est intéressant de parler des culpabilités par rapport à la maternité aussi. Tu sais, tantôt, on disait que c'était l'amour le plus pur et j'imagine que c'est l'est dans l'expérience humaine. Tu te sens profondément responsable de l'existence d'une personne qui n'est pas autonome et dont peut-être que tu as pris la décision justement de mettre au monde. Donc, dans les cas des parentalités irresponsables, c'est rassurant de savoir que ça entraîne une certaine notion de sacrifice, de culpabilité, que ça nous connecte activement aussi avec la vie. Je veux dire, souvent, ça nous arrive quand nos amis ont des enfants, on sait qu'on va parler de ce qui se passe dans le moment présent. Et on ne peut plus réfléchir de manière abstraite à des notions qui nous concernent. Et pourtant, ça nous concerne et c'est extrêmement pertinent. Mais l'enfant qui arrive nous demande une attention absolue. Et peut-être qu'en grandissant, si on décide de ne pas avoir d'enfant,
les parents, ils reçoivent un contre-coup assez spectaculaire. Dans mon cas, par exemple, ma mère elle insistait beaucoup parce que, bon, je viens de l'Amérique latine, puis il y a comme une évidence qui s'installe à partir d'un certain âge, à quel âge tu vas avoir des enfants. Moi, je vais être grand-mère. Puis les jours où je lui ai dit que je ne faisais pas encore les deuils de ma naissance, ma mère, elle a cessé de me poser ce genre de questions. Et je lui ai dit, ce n'est pas parce que toi, tu as décidé que je sois ici dans une expérience qui est complètement abstraite, complexe. Et bon, dans mon cas, elle n'avait pas été accompagnée d'un amour extrêmement rassurant et stabilisant, et je vais le reproduire. Peut-être que tu sais, si j'avais eu des expériences rassurantes par la suite, au niveau intime et romantique, j'aurais voulu avoir des enfants, mais j'en aurais pas, et ça serait une autre manière d'exister. Et c'est aussi un pardon envers mes parents qui m'ont eu à 18 ans, et je respecte leur parcours, leur existence et tout, mais c'est pas si évident. Et ce n'est pas si facile non plus, surtout quand il y a la malchance d'amener au monde un écrivain. C'est jamais évident, ça va jamais de soi. Puis, Mais je pense que le choix de la non-maternité peut être un choix d'amour aussi, absolument. mais d'honorer sa propre vie Ouais. aussi. Et son propre corps, je pense absolument. Ne serait-ce que dans l'avortement aussi, je pense que c'est un choix d'amour. Et Valérie Faure a écrit un magnifique essai, en tout cas dans la collection Difforme chez Triptyque, justement sur l'avortement comme choix d'amour. Je trouve ça absolument puissant. Et j'abonde absolument dans ce sens-là. Émilie, je te sentais acquiescée. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ben en fait, voyons, j'ai animé une table ronde avec Valérie il y a quelques mois, justement, puis si Lula en parlait pas, j'allais probablement parler justement des femmes qui font le choix de ne pas avoir des enfants. Mais il y a toute cette notion-là aussi de responsabilité qui, dans un amour maternel qui peut être dirigé vers des enfants ou quelqu'un qui n'a pas d'enfants, cette responsabilité-là, justement, peut être dirigée vers quelque chose ou quelqu'un dont tu prends soin. J'ai l'impression que c'est ça qui nous... Ouais. En tout cas, ça aide, j'ai l'impression, à guider l'écriture et à lui donner un sens. C'est une responsabilité envers autrui, envers demain. Puis j'ai l'impression que si on écrit, on n'a pas perdu tout espoir de pouvoir communiquer avec, avec les autres ou de pouvoir aider à une certaine guérison. Ça fait que j'ai l'impression que peut-être que ça, c'est l'expérience à la fois commune à l'expérience de la maternité et du care pour autre chose qu'un enfant. Ce sentiment-là, puis il me semble que t'en parlais, Lula, d'être responsable de en tout cas, moi, c'est ce qui m'animait beaucoup. C'est ce qui m'anime beaucoup par rapport à la maternité. Puis je pense que c'est transposable pour n'importe quelle personne qui aurait fait le choix de la non-maternité aussi, là. comme une expérience transcendante, en fait. Moi, ça me fascine quand les gens tombent enceintes ou qui viennent d'avoir un bébé qui sont comme, et maintenant, j'ai tellement peur, et maintenant, je comprends la mort, et je suis comme, waouh, tu l'avais pas compris avant. Quelle merveilleuse expérience de vie tu as eue jusqu'à maintenant et comment s'est déployé ton amour avant? Parce que maintenant, là, tu veux tellement préserver cette existence de toutes les violences potentielles, puis que cette personne est donc belle, tu sais, une éducation parfaite, puis que ça ne soit parfait, puis que c'est juste comme, mais tu vivais avant et tu sais que c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc, c'est fort l'amour, hein, parce que l'amour te fait croire que tout ça est possible parce que là, tu viens de mettre au monde un enfant qui, lui, il aura un parcours meilleur que les tiens. Quand tu n'as pas d'enfant, il faut que ton parcours soit meilleur que celui des autres qui Et t'entourent. c'est la perte, je pense. C'est l'appréhension ou la notion de la perte que certaines personnes n'ont peut-être pas vécu de la même manière Qui est avant. déjà là. C'est ça, exactement, Tout le temps. absolument, qui existe Et qu'en partout. plus, tu rajoutes une personne qui va la vivre à son tour. Je ne sais pas, je trouve ça fascinant. C'est En tout cas, inquiétant. C'est inquiétant aussi. la notion de la mort apparaît avec la naissance, on dirait. Tu sais. Et c'est toi qui as mis au monde cette personne. Et tu ne sauras jamais comment lui expliquer qu'il y aura la mort et qu'est-ce qu'est la mort. Et que c'est beau de rester dans l'amour parce que moi, c'est un moteur. Et c'est un moteur qui nous fait du bien d'emblée et tu sais, qui contribue à une expérience de vie bienveillante, harmonieuse, positive. Mais à quel prix parfois? Mais oui, puis il y a des angles morts à l'amour aussi. Totalement. Absolument, oui. Vraiment, puis on parle d'angle mort.
Je ne sais pas si quelqu'un avait mentionné tout à l'heure l'obsession, mais moi, je sais que personnellement, Ah ouais. quand j'aborde, c'est moi, je ne veux pas dire que l'amour est obsessif naturellement, mais je pense que des fois, ça vient de pair. Et dans le fond, je me demande si nous transgressons ou si nous nous laissons être transgressés par nos obsessions dans l'écriture de l'amour. Je vais vous demander quelle est votre relation justement avec l'obsession ou l'écriture obsessive lorsque vous réalisez un portrait dans la littérature de l'amour? Mais moi, c'est Passion simple de Hum, Annie Ernaux, j'en parlais tantôt, mais ouais. c'est la première fois où j'ai lu l'écriture de l'obsession dans l'amour. Alors, c'est l'attente, c'est une femme qui attend constamment son amant, donc un homme qui n'est pas avec elle et qui n'est jamais avec elle, finalement. Elle conserve comme une collectionneuse tous les détails de cet homme-là, tout ce qu'il a pu laisser. Et puis, elle les cultive comme on cultive un jardin en son absence, finalement, pour l'entretenir, pour qu'il soit toujours là. Moi, je trouve que c'est le plus beau texte de la littérature française contemporaine sur l'obsession amoureuse. C'est bien personnel, mais ce texte-là, pour moi, euh, a une très, très forte résonance parce que chaque fois que j'ai senti que je tombais dans cette posture-là, parce que c'est complètement tombé. C'est tombé parce qu'on n'a plus de repères, puis on n'a plus rien à quoi se raccrocher. Mais à partir de ce moment-là, il fallait toujours que je retourne vers cette sœur d'écriture-là, vers ce texte-là, absolument. Puis l'obsession amoureuse, à partir du moment où on décide de suivre cette voie-là dans l'écriture, c'est tellement, tellement nourrissant. Moi, non, c'est pas nourrissant, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est un terrain qui est foisonnant. Tu sais, c'est fort, c'est riche. Ça peut nous amener ensuite vers tellement de chemins. Tu sais, par rapport, on parle d'obsession, on parle de douleur, de souffrance, de violence. Pour moi, c'est tout. Ça va tout ensemble. Tout ça est lié. Ouais. Absolument. Émilie, Lula, vous voulez rebondir? Émilie. Ben moi, je le prendrais sous un angle un peu différent, peut-être l'obsession dans la création. J'ai l'impression un peu depuis, tu sais, j'ai seulement publié 3 recueils, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours des thématiques ou voire à la limite des tics, des choses qui reviennent, comme si j'arrivais jamais à complètement cerner ou à complètement faire le tour de la question. Il y a quelqu'un qui disait qu'on écrit, on réécrit toujours le même livre là, constamment dans notre vie. Là. Puis j'ai l'impression que moi, ça sera toujours justement la question de la relation à la mère, que ce soit moi avec ma mère ou que ce soit moi en tant que mère. J'ai l'impression que cette obsession-là va m'accompagner du début à la fin, que ce soit en filigrane d'un livre ou que ce soit comme le pivot central du recueil. Moi, c'est ça ben, en tout cas, en ce moment, c'est ça qui m'obsède et que j'écris et que je réécris constamment. Peut-être parce que je ne l'ai pas guéri complètement, peut-être parce que je ne l'ai pas compris encore complètement non plus, comment ça fonctionne cet amour-là. Euh, mais oui, puis je trouve ça intéressant aussi justement de lire, de suivre des écrivaines ou des écrivains dans une œuvre, puis de voir ces petites obsessions-là se déployer, puis se construire, puis se résoudre au fil du temps. Je trouve ça très nourrissant aussi. Donc, ouais, Tes obsessions sont vers toi, Émilie, aussi. C'est pour ça aussi. C'est ce qu'on aime chez toi, tes obsessions. Et dans l'écriture, je te connais pas à l'extérieur de l'écriture, mais ces obsessions-là, il faut que tu continues de nous les donner. Malheureusement pour toi, mais heureusement pour Oui, nous. c'est ça. L'obsession est sans doute le moteur de mon écriture et ça a déjà été le moteur de mon existence jusqu'à ce que je commence une thérapie active. Donc, merci la thérapie. Parce que ça permet de conscientiser en fait l'élan que les obsessions produisent, mais qui peuvent coûter extrêmement cher, concrètement cher, des milliers de dollars, parce que tu obsèdes sur un artiste et là, cet artiste devient le phare de ta propre pratique et donc tu dépenses des milliers de dollars et tu te dis, mais c'est pour l'art. Et quand tu commences ta thérapie, tu comprends que c'est parce que tu as envie qui n'est pas comblé en toi. Et tu peux continuer à écrire en rationalisant ces moteurs et en te disant que c'est pas très bénéfique de les vivre dans ta vie active parce que ça peut
t'écarter, en fait, des dynamiques saines, sociales. Et moi, j'avais une amie, en fait, qui est une écrivaine que j'admire profondément. Et dans une période de grande obsession créative de mon côté, elle a fini par me dire, on dirait que tu es en manie créative. Et je trouve ça extrêmement stigmatisant. Et en même temps, c'était peut-être réel, tu sais, que la création m'avait menée dans un état qui n'était pas facile à concilier avec des amitiés banales du quotidien. Tu sais, la personne ne fait que parler de son écriture et de ses intérêts. Ça peut être intéressant quand tu es dans ta propre pratique, dans ta chambre, tu sais, en train d'écrire un livre qui devient conceptuel. En fait, moi, mon objectif maintenant, c'est que ma pratique soit conceptuelle et pas obsessionnelle. Parce que obsessionnel, ce n'est pas l'idéal. Tu sais, ça peut vraiment se transposer dans ta vie et avoir beaucoup d'impact dans toutes tes relations, dans tes économies, dans tes finances. Et c'est un manque d'amour de soi, en fait. Il peut être glorifié parce que les gens se disent, ah, t'es obsédé. J'aime pas ça quand on me dit que je suis obsédée. J'aime écrire sur l'obsession. J'aime comprendre les mécanismes de l'obsession. Mais quand j'ai écrit Makina, j'ai vécu Makina avant de l'écrire et ce n'était pas agréable d'obséder sur une personne que je ne connais pas, que j'ai déshumanisée, que j'ai complètement vampirisée pour en faire une œuvre. Donc, il faut réfléchir aussi à propos de ce qu'on fait avec nos propres obsessions et pas les banaliser, puis pas les glorifier et faire des thérapies. Je trouve ça vraiment intéressant parce que moi, absolument, je suis motivée par l'obsession pure et dure. Émilie, tantôt, tu mentionnais le sacré. Quand on parlait d'amour, moi, j'ai développé une obsession avec Dieu dans mon écriture et surtout parce que quand on parle d'amour, on parle de relation. Juste pour faire une petite parenthèse, Dieu semblait être justement un vide que je pouvais agrandir son amour dans son absence. Et puisqu'il y avait personne pour me confirmer la puissance de cet amour, je pouvais que la romantiser, la fictionnaliser, la retravailler, jusqu'au point où ça devienne une obsession. Et le sacré, pour moi, était un problème plutôt qu'une douceur dans l'amour. Mais je trouve ça vraiment intéressant, tantôt, quand tu l'as mentionné, Émilie, le sacré. Puis, je pense que quand je vous ai lu, j'ai senti l'obsession parce que moi, ça vient me rejoindre personnellement. Et j'ai de la misère à... En fait, je pense que c'est absolument intéressant aussi, comme tu disais, Claudia, de lire l'amour dans cette lunette ou de voir l'amour dans l'obsession et l'obsession dans l'amour. Donc, je vous remercie vraiment pour vos réponses. C'était super. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait rajouter sur l'obsession? Ça semblait être un Ben, sujet. peut-être par rapport au sacré, moi je reviendrais au sens où, quand je le mentionnais, c'était vraiment dans l'idée de la transcendance. Tu sais, de dire que bon, le désir est lié au corps, et là, ça nous réduit à l'état de corps qui peut posséder un autre corps. Mais quand cet amour-là est dirigé vers quelque chose de, donc une figure divine ou en tout cas impalpable, qui c'est impossible de posséder, que tout le monde peut posséder à part égale en fait, ou en tout cas là on est on transcende tu sais, l'aspect corporel, puis on va, à mon sens on s'élève, mais je veux dire après ça, c'est juste pour nuancer le sacré, c'était plus dans ce sens-là que je le nommais tout à l'heure. Ouais. Non, moi, j'entends sacré, puis je suis comme... Je suis tout de suite allumée. Et je me demandais, en fait, quand vous écrivez d'amour, est-ce que vous avez déjà essayé d'être attentif ou attentive aux réactions de votre corps, les réactions physiques de votre corps, que ce soit dans la respiration, que ce soit dans les frissons? Est-ce que vous avez déjà apporté attention à votre corps lorsque vous écrivez sur l'amour? Ben, j'ai tellement pas le temps. Chaque minute investie dans l'écriture, j'ai l'impression que je sais pas, il n'y a pas d'espace mental autre que celui qui est destiné à l'écriture pure et dure que pour me questionner sur mes sensations physiques pendant que je suis dans l'écriture. J'aimerais avoir un jour peut-être j'aurai cet espace mental-là pourra être dédié à mes sensations physiques, mais pour l'instant, non, on dirait que tu m'ouvres une porte, là. J'ai essayé de porter plus d'attention à ça, à cette posture-là, ouais. Mais non. J'ai essayé récemment. C'est vraiment intéressant. Mais juste de réfléchir aux réactions de nos corps quotidiennement, surtout par rapport à l'amour. Je sais pas, Lula, Émilie, est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ben, je l'ai pas nécessairement. Tu sais, c'est que, en fait, à vous écouter, je me rends compte que dans mes recueils, j'ai pas beaucoup parlé. J'ai parlé de désir, d'objet de désir, tout ça, mais vraiment d'amour, admettons,
au sens où moi, je le vis dans mon quotidien entre un homme et une femme et tout ça. Et comme je ne l'ai pas mis en recueil encore. C'est pas un sujet qui m'a. C'est peut-être quelque chose qui est actuellement dans ma vie, pas dans mon passé, mais actuellement dans ma vie, qui est comme trop positif ou trop heureux ou qui vient pas aller chercher les fils qu'il faut pour qu'il y ait une nécessité d'écrire parce que ça gratte puis ça fait mal puis il faut comme sortir justement quelque chose de l'aveu par rapport à la honte et tout ça. Mais effectivement, éventuellement, peut-être que je retournerai en arrière puis que je parlerai d'expériences passées où est-ce que là, il y avait ce petit, ben, ce gros, cette grande blessure-là. Mais c'est difficile de se replonger après ça dans des expériences d'il y a 10 15 ans, puis là, d'essayer de se remettre dans l'état corporel dans lequel on était. Peut-être que c'est une autre forme de transcendance là, à ce moment-là. Mais, C'est vite qui se... mais ça. Ah non, moi, il y a un délai. Non, c'est ça. Mais oui, c'est en fait, j'essaie le plus possible d'avoir une poésie qui est proche du corps. Mais je me rends compte que ça n'a pas nécessairement été une poésie qui était proche d'un corps sensuel, charnel, aimant, dans un désir, tu sais, qui est dans une sexualité ou une sensualité. Tu sais, ça a beaucoup été un corps maternel ou un corps sexualisé, mais pas agissant comme c'est comme la personne aimée, mais non la personne agissante dans l'amour aimante. En tout cas, il y a ce renversement-là peut-être éventuellement à opérer là, dans le rapport au corps. Ouais. Voilà. Et ça me fait penser au fait que je n'ai pas lu des récits où l'amour était actif. Tu sais, tantôt, tu as dit peut-être que mon expérience actuelle est trop positive pour que j'en parle. Et souvent, j'admire des écrivains qui ont, oui, écrit sur des ruptures, ou tu sais, la fin de l'amour, ou les ravages de l'amour. Puis, un de mes moteurs d'obsession est Sophie Calle, qui a créé un projet qui s'appelle Prenez soin de vous, en se basant sur une lettre de rupture qu'elle a reçue de la part d'un écrivain, puis plutôt que d'y répondre, elle a demandé à 107 femmes de les performer, puis bon, ça a créé l'une des œuvres phares de sa pratique. Puis souvent, il dit, je suis en couple depuis 20 ans et je n'ai rien à dire à propos de l'amour que je vis activement de manière saine. Et peut-être que l'amour sévit et l'absence ou la rupture ou la violence s'écrit, c'est décrit ou c'est montre. C'est ma théorie, je ne sais pas, parce que j'ai côtoie l'amour autour de moi. Et souvent, je dis aux personnes que je crois, qui sont amoureuses et tout, qu'elles me donnent espoir, puis qu'elles sont un moteur pour moi, pour rester dans le quotidien, justement, puis que je les admire. Mais c'est des amours tranquilles, je les appelle souvent mes inséparables. C'est des personnes qui sont souvent plus âgées que moi, qui sont ensemble depuis 30 ans, et puis c'est une banalité merveilleuse, tu sais. C'est des personnes qui communiquent, c'est des personnes qui se connaissent, c'est des personnes qui se sont accompagnées à travers des maladies, à travers la laideur de l'existence aussi. Et ça me donne espoir. Et de l'autre côté, ce qui me fascine, tu as dit absence, c'est les personnes qui ont connu l'amour et qui l'ont perdu. Puis je me dis, j'aimerais aujourd'hui vivre l'amour et savoir que cet amour peut mourir, s'en aller. Ça, c'est un beau moteur dans l'écriture. Cet amour qui existe ou qui a existé ou qui est à expérimenter, mais qui est aussi disparu. C'est tellement généreux. Vos réponses. Je pense que là, maintenant, on peut aller aux questions du public ou un commentaire. J'ai un commentaire. Oui. C'est là. Donc, je suis Michel Cornet, je suis la directrice du festival. Et moi, j'ai entendu parce que c'était l'amour, les ondes de lumière et d'ombre. Salut Émilie, tu vas bien? C'est Michel. Allô? Je connais très bien les trois autrices. Moi, j'ai entendu douleur, sacrifice, violence, non-amour, vide, possibilité de guérison. Le roman d'amour, la poésie d'amour, ce n'est pas que ça, je suis désolée. Moi, c'était mon sujet même de thèse de maîtrise. Le roman d'amour. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, hier soir, il y avait une lecture de Femme fleuve d'Anaïs Lavalette. Femme fleuve, c'est l'histoire d'une femme, c'est une fiction, qui dit son désir pour un homme et qui décrit, c'est plus la femme qui est un objet de désir, c'est l'homme qui est un objet de désir. Et elle parle du corps de l'homme, comme il y a eu dans l'histoire de la littérature par moments où on décrivait la femme comme un objet de désir, mais là, c'est l'homme qui devient un objet de désir. Et on est dans le désir, on est dans l'amour aussi. Parce que le désir, ça peut être aussi l'amour.
Et j'ai l'impression que et la littérature, selon moi, est en train de changer. On parle de société, mais les femmes qui écrivent n'écrivent pas de la même façon qu'avant. Et à la limite, elles reviennent à comment écrivaient les premières écrivaines japonaises au Moyen Âge, où elles sont beaucoup plus attentives à leur corps, à ce que c'est l'amour, à ce que c'est le désir, sans que ça soit la douleur, le sacrifice, la violence et le non-amour. Ça existe. Il y a dans la société, il y a des choses qui se passent, il y a le viol, il y a l'avortement, il y a tout ce que vous voulez qui se passe dans la société, mais il y a aussi ce qui se passe dans la fiction et comment on peut changer une société par la littérature. Si on pense à Triste Tigre, la façon dont Nashino parle de son inceste, elle est au pays de la littérature. Elle se considère comme une résilience. Et la littérature a un pouvoir, mais pas que divertissement, mais un pouvoir de faire changer nos sociétés. Et puis, on peut parler de l'amour sans que ça soit quelque chose d'affreux. On aurait dû t'inviter, Michel. Merci, Michel. Merci. Et l'amour dont on parlait tantôt, l'amour tranquille, l'amour. Moi, je pense que cet amour-là peut exister dans l'écriture, effectivement. Puis je vais dans le sens de Michel aussi. L'amour lumineux peut aussi advenir dans plusieurs textes. Quand on parlait de Dieu, Dieu est un amour lumineux aussi, beaucoup dans plusieurs textes. Dieu est apparu comme une lumière, absolument. Mais je pense qu'il y avait ici aussi. Oui, moi, j'essaie d'être très brève parce que des fois, je le perds dans mes phrases. Je pense qu'il faut savoir différencier entre le fantasme et la réalité. Connaître son partenaire, essayer d'être intuitif dans nos approches. Comme ça, on sauve du temps, on sauve des émotions. Voilà. Je suis en train d'écrire sur mes différentes expériences d'amour dans ma vie, différentes périodes, selon les âges. Puis, bon, ben, c'est plaisant à écrire. Mais à vivre avec le recul, il y a eu des peines et des joies, mais ça ne m'a pas empêché d'aimer l'homme tel qu'il est. H avec un petit H, là. Le grand H, on va laisser faire. Merci, merci Vous beaucoup. avez bien raison. Puis l'intuition se développe au fil des années, n'est-ce pas? Oui, 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 on a plus d'expertise. Oui, oui. Est-ce qu'il y avait d'autres? Oui. Bonjour, merci. J'apprécie mon âge. J'aime beaucoup les écritures nouvelles que les femmes produisent. Ça me donne ailleurs. Moi, je suis vraiment d'une génération. Et entre autres, Annelise Barbeau, la Valère, des descriptions qui vont tellement bien en amour que j'adore la façon dont c'est écrit. J'étais contente de l'intégrité, de l'authenticité, ça me verse, ça me fait du bien. Et donc, vraiment, j'apprécie que la société évolue dans ce sens-là. Pour nous, la génération montante. Dans le cas d'Anaïs, c'est intéressant parce que c'est une des personnes les plus sensibles que je connais dans notre pratique artistique contemporaine. Et c'est quelqu'un qui, avant de publier des romans, a fait des documentaires, qui s'est penché sur des sujets sociaux et collectifs très importants, qui a connu des lieux qui étaient en guerre, par exemple, qui s'est posé des questions essentielles et qui, de l'extérieur, nous fait sentir qu'elle connaît l'expérience de l'amour en elle. Donc, elle est comblée. C'est une personne comblée qui nous parle de sa vision de l'amour qui transcende les violences, les expériences concrètes. Et bien sûr, c'est fascinant. Comme beaucoup des poètes classiques, femmes, ont aussi décrit l'amour à travers leurs sensations. Souvent, c'était à travers les corps, justement, et leur regard sur le monde. Quand on est en amour, on voit les problèmes de notre façon, on voit la cruauté de notre façon, on porte aussi l'espoir. Donc, bien sûr, l'amour n'est pas que les zones d'ombre, mais moi, j'ai jamais écrit sur l'amour, donc je ne sais même pas pourquoi on m'a invité à parler de ça. Tu sais, les écritures de l'amour, c'est pas mon cas, mais et c'est pour ça que j'ai parlé des ombres, mais c'est sûr que ça existe, tu sais, l'amour dans la littérature et je l'espère aussi dans la vie
Mais les deux doivent exister. Pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait ombre. Pour qu'il y ait ombre, il faut qu'il y ait lumière. Il n'y a pas un qui prévaut sur l'autre. Il n'y en a pas une, à mon sens, qui est plus importante que l'autre non plus. Puis surtout, tu as parlé, Claudette, tu as fait référence au contexte politique actuel. Je pense que c'est important de parler de souffrance, puis c'est important de parler de noirceur. Comme c'est important de parler de lumière pour se donner espoir, mais dans le contexte politique actuel, pour moi, ça serait peut-être même moi, personnellement, quand j'aborde l'amour avec positivité, j'ai une pensée pour les personnes qui ne peuvent pas la vivre en ce moment à cause du contexte politique. Donc, je pense que puis on parle de ce qui nous habite aussi. Donc, ça me fait penser au film Les Sels de la Terre, en fait. Qui est sans doute les films les plus. C'est un documentaire extrêmement troublant, mais qui finit de manière sublime. Et ce qui fait en sorte que ces films est sublime et l'existence du photographe Salgado aussi, c'est qu'il est passé à l'action en regardant il habitait autour d'un paysage complètement asséché au Brésil, puis il a décidé avec sa femme de planter des arbres. 10 ans plus tard, toutes les collines asséchées qui les entouraient sont aujourd'hui une forêt. Et voilà un geste concret posé de manière continue à redonner la vie même au paysage à travers un couple qui a décidé de poser des actions. Moi, ça me donne espoir. C'est un artiste qui a photographié des génocides, toutes les atrocités possibles et qui nous montre qu'il y a une manière possible de transcender dans l'action. Émilie, est-ce que tu voulais nommer quelque chose en réponse à ce qui a été dit? Ben, je trouve ça très beau, en fait, ce que Lula vient de dire, puis il me semble que c'est là la mission de toute forme d'art ou de la littérature. En tout cas, tu sais, quand on dit « Ah, j'ai été ému tu sais, il y a le émouvoir, c'est porter quelqu'un, tu sais, mouvoir, il y a le mouvement. C'est assez fort pour que quelqu'un, justement, passe à l'action, comme Lula vient de le dire, ben, il me semble que le pari de l'art, le pari de la littérature a été gagné. Donc, c'est ce qu'on souhaite, je pense, à nos livres, d'émouvoir suffisamment pour changer les choses. Et c'est pas anodin que dans votre cas, vous parlez de maternité. Dans mon cas, la vie a connecté avec les enfants en écrivant des livres pour enfants, mais en donnant surtout des ateliers. Parce que souvent, je ne sais pas dans vos expériences, mais souvent on associe la littérature jeunesse à une littérature qui est comme à part. Et pour moi, c'est la révolution concrète. Quand tu vois un enfant connecté avec ses émotions, un enfant être capable de parler d'amour, de douleur, et s'exprimer et d'être heureux, tu te dis, mon impact est là. Je m'en fous Ouais. de ce que mes romans deviendront. Si mes ateliers ont un impact dans la vie d'enfant, ma révolution est faite, elle est invisible, disons-le, comme votre travail de maternité ou de parentalité, il est peut-être, mais il a un impact concret. Ben, c'est une fenêtre ouverte sur le monde, un livre pour enfants aussi. C'est une fenêtre ouverte sur la liberté, sur le mieux vivre. On les élève faut pas élever dans l'éducation qu'on leur donne, mais on les élève pour les pousser pour qu'ils soient plus forts, qu'ils grandissent. Et c'est ça aussi qu'on fait quand on fait de la littérature jeunesse. Je parle pour moi-même parce que c'est ce que je fais avec mes petites doudous. Pour finir, en fait, si vous voulez vous procurer les livres des autoristes qu'on a accueillis, donc on avait Les Disgracieuses de Claudia La Rochelle, Makina de Lula, et on a aussi Berceuse d'Émilie qui était ici avec nous. Les livres sont juste là, je crois bien. Si vous voulez les feuilleter, je pense que c'est possible. Sinon, vous pouvez les trouver dans votre librairie indépendante préférée. Donc, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci.